T'as tout pris la France? Tout se passe bien. Oui, tout va bien. Tout va bien. T'as coquin la peau. Vous avez vu comment ça va ici? Tout va bien. Tout va bien. T'as coquin la peau. Nickel. At sunset, after that you can't get out. You can see the bigger picture, find out what it's all about. You're open to the skyline, you won't wanna go back home. In a garden full of angels, you won't ever be alone. Oh, the road is long, the stones that you are walking on. Bienvenue à toutes et à tous sur le plateau des Ondes Clandestines. Aujourd'hui, émission toute particulière puisque on va parler des affaires et pas n'importe lesquelles, les affaires Karachi, notamment avec ces affaires d'entreprises plus ou moins véreuses. Et puis, il est question surtout des finances publiques. Et en ce sens, Jean-François Karachi a des choses à dire. Écoutons-le. En 2005, j'étais élu sur la liste CGPME. CGPME Languedoc-Roussillon et CGPME Hérault était présidé par Jean-Louis Bouscarène, fondateur de l'école de conduite française. Toutes les auto-écoles que vous pouvez voir avec les voitures marquées ECF dessus, c'est Jean-Louis Bouscarène qui l'a créé. Jean-Louis Bouscarène avait été le témoin de mariage d'Olivia Karachi-Moragues et Bernard Travier, magistrat, conseiller à la Cour de cassation, était le témoin de mariage de François-Joseph Karachi. Pour vous situer un peu les choses. En 2005, donc, je suis élu sur la liste GPME. En 2005, j'ai 24 ans. Je suis le plus jeune élu patronal de France. Le plus jeune. Et je deviens président de la commission de contrôle de la Caisse sociale et de retraite, régime social des indépendants, qui venait d'être créé. C'était soi-disant une super réforme. Au final, ça a été liquidé. L'URSSAF a tout récupéré. À l'époque, donc j'étais membre du conseil d'administration à Montpellier. La CGPME voulait que je sois membre du conseil d'administration national. Il fallait que j'aille à Paris et moi, ça me faisait chier d'aller à Paris pour ce mandat-là. D'ailleurs, je vis au sud de Paris, entre Rambouillet et Versailles actuellement, le 24 février 2026, et ça me fait chier d'être là. C'est un coin que je n'aime pas, mais pour le travail, c'est une bonne chose. Moi, ce que j'aime, c'est Montpellier et Pontarlier, la frontière suisse. La Franche-Comté, moi j'ai la Franche-Comté dans le cœur. Le suisse-allemand, puisque les Hohenzollern sont suisse-allemands, le suisse-allemand biologique que je suis est appelé par le pays. Si je vous parle de ça pour les ondes clandestines, c'est quoi? C'est que quand je deviens donc jeune président de la commission de contrôle du RSI, donc directeur d'enquête, puisque c'était le job en fait, il fallait surveiller que la caisse fonctionne parfaitement. Mais moi j'ai pris mon travail au sérieux. Comme au même moment je travaillais en Italie et que je m'occupais de ça pour Andréotti, où il fallait s'occuper de certaines choses qui n'étaient pas à proprement parler de l'espionnage, puisque je n'ai jamais fait d'espionnage. Pour qui que ce soit d'ailleurs, ni pour la France, ni pour l'Italie, ni pour la Roumanie, je n'ai pas fait. Mais par contre, j'ai appris tout ce qu'était ce monde-là, parce que pour pouvoir faire de la contre-enquête et du contre-espionnage, il faut connaître cet univers-là, sinon ça marche pas. Enfin, à un moment donné, ça paraît évident ce que je dis là. Et donc, je me retrouve président de la commission de contrôle du RSI Montpellier, et je prends mon job au sérieux, puisque j'ai été élu pour ça par les patrons de Montpellier. Je demande rendez-vous avec le comptable général de la caisse et le directeur général. J'ai plus les noms en tête, c'était il y a plus de 20 ans. Je dis je veux tout voir. Je veux voir tous les dossiers, tout le fonctionnement, machin. Et puis ils me répondent, ah oui, mais en fait c'est un poste symbolique. C'est la Caisse nationale et surtout le ministère du Travail, le ministère de la Sécurité sociale, qui est notre ministère de tutelle. En fait,
les présidents de commission de contrôle et même les administrateurs simples sont juste là pour prendre leurs 300 balles par réunion et c'est tout. Je fais what? What are you talking about? Et puis mais oui, c'est comme ça, c'est un titre, mais je suis attendez. On va se revoir. Je finis la réunion. Et puis, je me renseigne, hein. Je demande les statuts de la caisse et je demande spécifiquement ce qui est prévu pour le poste de président de la commission de contrôle. Et en fait, le directeur général du RSI Montpellier en 2005 et le comptable général m'ont menti. Parce que pas du tout. Il y a deux organismes de contrôle. Il y a en effet la Caisse nationale, puisque avec surtout le DGS du ministère du Travail et le DGS de la Sécurité sociale, mais qui surveillent ça de très très près, bien sûr, puisque c'est eux, les ministères de tutelle. Et à côté de ça, eh bien, le président de la commission de contrôle, que ce soit Languedoc-Roussillon ou des autres RSI, a une obligation de faire le job. Donc je reviens les voir, et j'étais pas content. Je leur dis voilà, il y a ça. Oh là là, Jean-François, c'est la première fois qu'on nous emmerde, comme ça va pas du tout. Et puis je commençais à avoir des retards de cotisation, parce que comme François-Joseph Carracci et son délicieux et vertueux avocat Jacques Martin me faisaient perdre les clients de Chaleur et Clim et Altus, puisque Jacques Martin, comme s'il avait que ça à foutre, le mec, bâtonnier, grand maître de sa grande loge, qu'il avait créé une petite loge sauvage où il se prenait pour Dieu en personne, et bien ils appelaient tous mes clients. Par exemple, on travaillait avec une architecte à Montpellier. Raymond Moragas était très ami avec une architecte qui nous donnait beaucoup de chantiers. Et bien cette architecte-là avait été contactée par Jacques Martin et ses sous-fifres pour dire ne travaillez pas avec Raymond parce qu'il est associé avec Jean-François Carracci et il faut le fuir. Ah bon, il faut le fuir. Et donc j'ai fermé ces boîtes que je gérais pour Olivia, mais par contre ces boîtes, quand je suis parti, étaient à jour de cotisation RSI, URSSAF, ACEDIC. Je payais tout. Les escrocs ne payent pas tout, mais moi je payais tout parce que je n'étais pas un escroc. La preuve indiscutable, encore une fois, de cela. Quand j'ai été élu président de la commission de contrôle, petit flashback, il fallait être à jour de cotisation et il fallait ne pas être condamné à quoi que ce soit. Et c'était le cas. J'étais éligible parce que honnête. Et de nouveau, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est pareil. Quand on m'a demandé, il y a 4 ans, le MEDEF Essonne m'a proposé d'être juge consulaire au tribunal de commerce d'Évry, puisque les juges consulaires sont des patrons, élus par des patrons. Pareil, j'étais éligible parce que malgré mes petites vacances à Bois d'Arcy, eh bien, je n'avais pas été condamné pour escroquerie en bande organisée, je n'avais pas été condamné pour en liquidation judiciaire ou en liquidation personnelle. Rien de tout ça. J'avais juste à un moment donné, j'ai subi en fait une situation qui m'était défavorable et c'est s'arrêté là. Ce que je veux juste vous expliquer par rapport à ça, c'est pas pour me justifier, parce qu'on peut se justifier en disant la vérité ou se justifier en sortant de notre mensonge pour justifier les mensonges initiaux, bien évidemment. Il y a tous les cas de figure, il y a toutes les personnalités. Quand il y en a qui disent « il parle trop, donc ça veut dire qu'il cache quelque chose », pas forcément. Je peux parler trop parce que j'en ai gros sur le cœur et du coup, je partage ça avec vous. Après, ça vous intéresse pas, vous arrêtez de m'écouter. Hein. Moi, je vous oblige à rien. Hein. Vous me devez rien, je vous dois rien, hein, chers auditeurs, dont les principaux auditeurs sont des flics, des journalistes et des juges, et c'est à vous que je m'adresse. Quand je vous dis que l'acte notarié de la SCI Carracci en Saint-Ame en 2017 est une anomalie et qui est une récidive de faux en écriture et d'abus de confiance sur ma personne de la part de François-Joseph Carracci, Sandrine Mignoli, où Sandrine Mignoli devient la propriétaire des actifs de la SCI contre mes intérêts à moi, donc il y a violation de... je me fais voler mon héritage avant l'heure. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Puisqu'il a déjà été condamné, François Carracci, devant le tribunal correctionnel de Montpellier en 2006-2007 pour justement faux usage de faux, escroquerie et abus de confiance sur ma personne. Il a fallu, pendant que j'étais à Bois d'Arcy au fond de ma cellule, que je demande copie de ces jugements, moi, à Montpellier, et Montpellier a envoyé les trucs dans ma cellule. En effet, j'avais été condamné justement. Pareil, j'avais reçu un rappel à la loi parce que Jacques Martin m'avait dénoncé à celle qui l'avait remplacé au bâtonnat de Montpellier pour soi-disant exercice illégal de la profession d'avocat, alors que je voulais juste créer une boîte de conseil
avec Jacques Barbe en fusion-acquisition, Karachi International, pour gérer les fusions-acquisitions de toutes les entreprises Berlusconi en France. J'ai pris un rappel à la loi, mais ça suffisait pas à Jacques Martin, qui, après m'avoir dénoncé au parquet de Montpellier, qui ont classé sans suite, ont dénoncé au parquet de Nîmes les mêmes faits. Et là, j'ai été condamné à 3 mois avec sursis pour ce fait-là, alors qu'il n'y avait pas plus de preuves, pas plus de témoins, pas plus de victimes, puisqu'il n'y avait rien dès le départ. Sauf que le parquet de Nîmes a été plus bienveillant en répondant à la demande de Jacques Martin que le parquet de Montpellier, qui me connaissait très très bien, puisque je connaissais tous les flics et les juges de Montpellier, et ça se passait très bien. Ils savaient que je faisais comme je pouvais. Sauf qu'à Nîmes, personne ne me connaissait. Puis le parquet de Nîmes est un parquet connu pour être sévère. On se demande bien pourquoi, parce que ça ne change rien d'être cool ou sévère. Le parquet de Montpellier n'a pas été gentil avec moi, ils n'ont pas été bienveillants, je n'ai pas négocié avec le procureur de Montpellier quoi que ce soit. Il n'y avait pas plus de preuves à Montpellier qu'à Nîmes, mais à Nîmes, ça a matché. Allez comprendre. J'ai écrit depuis la Cour de cassation à la Cour de révision qui s'est torché le cul avec mon courrier. C'est comme ça. Certainement ont-ils raison. Sauf que quand j'ai écrit en 2019 à la Cour de cassation et que Béni Karachi-Bokeh a fait pareil, qui était conseiller à la Cour de cassation? Bernard Travier, magistrat, ancien avoué à la Cour d'appel de Montpellier et ami d'enfance de François-Joseph Karachi. C'est Bernard Travier qui a aidé François-Joseph Karachi dans l'adoption roumaine. Bernard Travier a adopté des enfants roumains. Bernard Travier sait que je suis fils de roi, puisque lui, c'est lui qui a monté le dossier en fait, qui s'est porté témoin de moralité pour François-Joseph Karachi. Bernard Travier est actuellement candidat au municipal sur une liste avec une notaire dont j'ai plus le nom en tête là, que connaît Sandrine Bignoli-Karachi, puisqu'elles ont fait toutes les deux une soirée il y a quelques jours, la semaine dernière, Féminin Pluriel. C'est une organisation de femmes patronnes, et à Montpellier, il y a une soirée où cette candidate notaire à Montpellier a fait des bisous à Sandrine Bignoli-Karachi, présidente de Force Femmes 34. Étonnant, cette notaire qui s'encanaille avec Sandrine alors qu'il y a une suspicion de vol d'héritage avec l'acte notarié dans la SCI Karachi de fin 2017. Posez-vous la question. Moi, je me la pose. Et je me la pose légitimement, parce que je sais comment fonctionne François Karachi. Moi, j'ai découvert que je n'étais plus actionnaire d'une entreprise dont j'ignorais que j'étais l'actionnaire en septembre 2004, en allant mettre à jour les statuts de Chaleur et Clim et de Altus au tribunal de commerce de Montpellier. J'ai découvert que j'étais actionnaire de la SCI Karachi et SCI Leland. Et j'ai aussi découvert que je n'étais plus l'actionnaire. C'est ça l'univers Karachi, c'est comme un Einstein qu'on découvre soi-disant qu'il aime les gamines, mais ça faisait 40 ans qu'il baisait les gamines. D'un coup, on se dit, ah merde, ça existe. Mais François Karachi, avec les fonds d'écriture publique et privée, c'est pareil. Moi, j'ai été adopté alors que l'inspectrice de l'ADAS, en 79-80, a refusé l'agrément d'adoption à François Karachi, sauf que Bernard Travier est passé par là et François Karachi a pu m'adopter. Ok ? Pourquoi pas, Mais finalement, cette inspectrice de l'ADAS, dont je n'ai pas le nom en tête, était une très bonne inspectrice de l'ADAS, parce que peut-être est-elle toujours en vie, peut-être, madame, vous vous souvenez de François-Joseph Karachi et Olivia Moragues Karachi à Montpellier, processus d'adoption. Si vous êtes en vie, vous devez avoir 75 ans, peut-être 80 ans. N'hésitez pas à me contacter, je suis joignable au 06 07 47 14 98, notamment. Voilà, donc ce petit podcast, juste pour expliquer quoi, c'est que j'ai la compétence d'enquête depuis longtemps, que j'ai acquise dans des fonctions très concrètes. Voilà, et officielles. Pour ce qui est du RSI, dans les archives de la préfecture de Montpellier, la préfecture Languedoc-Roussillon, au bureau de contrôle des associations et des organisations patronales, il y a mon nom qui apparaît de partout. En 2004, 2005, 2006, 2007 et même en 2002, puisque j'étais président du foyer rural de Saussan. Donc là aussi, mon nom apparaissait à la préfecture et c'était normal. De façon positive. Je n'étais pas défavorablement connu des services de police. Moi, je croise un flic, un gendarme, je les salue. J'ai aucun problème avec l'État. Aucun.
Jean-François Carracci et moi-même n'avons aucun souci avec l'État, du moins jusqu'à ce que cette page des ondes clandestines se referme. Merci de nous avoir suivis, à très bientôt.